Bonjour et bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis encore et toujours Maël Brosseau du site le-rééquilibrage-alimentaire.com et vous êtes à quelques minutes de changer la trajectoire entière de votre vie. Depuis le temps que vous me connaissez, je ne suis pas le grand gourou du positivisme sur Internet, du genre « Mais oui Vanessa, tout le pouvoir est en toi, tu peux réussir de grandes choses si tu enlèves tes pensées limitantes, ta vie va être incroyable, tu vas trouver un remède pour le cancer et gagner le 200 mètres nage libre au JO de Paris tout en étant une maman présente pour tes 8 enfants et en passant l'aspirateur le jeudi après-midi. Tout ça, c'est possible grâce à la puissance de ton esprit et du développement personnel et de l'énergie. » Non, c'est pas moi. J'ai plutôt tendance à dire que ce serait pas mal de commencer par passer l'aspi et manger 100 grammes de protéines aujourd'hui. Quelque part, je suis beaucoup plus humble que ces grands gourous du développement personnel. Et puis, pour les JO de Paris et pour la cure contre le cancer, on verra plus tard. Une fois que l'aspi sera passé et qu'on aura réussi à manger 100 grammes de protéines tous les jours pendant 3 semaines. L'ambition de dingue. Donc, si je ne suis pas le grand gourou du positivisme, mais que je vous dis que cet épisode peut sincèrement et humblement vous bouger le cul, croyez-moi. Déjà, contrairement au gourou de l'énergie féminine et l'abondance de je sais pas quoi, j'ai des croyances bien ancrées, basées sur l'empirisme, en faisant ce boulot depuis 11 ans maintenant. Et l'une d'entre elles, c'est que si vous êtes en surpoids depuis plusieurs années, vous n'aurez pas de déclic cosmique. Vous n'aurez pas une grande révélation qui va tout changer. Non, ça, c'est juste un rêve bleu qui vous donne une excuse de plus pour manger des chipsters. Si vous arrivez à vous convaincre qu'il faut le déclic ou le bon moment, ça vous donne une porte de sortie pour éviter de prendre une quelconque responsabilité de votre situation. Deuxième croyance, je pense que la vie, c'est pas un truc marrant. Je pense que c'est un paquet d'emmerdes qui s'enchaînent, qui se cumulent, qui grossissent, que vous gérez comme vous pouvez, avec difficulté et souffrance parfois, et même souvent. Que vous éloignez pendant un temps, mais qui reviennent toujours et encore. Qui sont heureusement ponctués par des moments de calme, de bonheur et de joie. Mais grosso modo, ça revient toujours frapper à votre porte. Donc on est loin du positivisme exacerbé d'Internet. Troisième croyance, je pense que toutes ces emmerdes, toutes ces difficultés, tous ces problèmes, ça arrive à l'intégralité de la population. Et je crois aussi que c'est amplifié énormément par le surpoids. À nouveau, j'en sais quelque chose, et vous aussi, puisqu'on est au cœur du truc depuis des années. Vous, personnellement, et moi, au travers des milliers de personnes que j'ai suivies et accompagnées dans leur rééquilibrage alimentaire. Concrètement, vous rajoutez un plus 1 partout. J'ai un exemple très parlant d'une de mes élèves obèse dont la maman est décédée. Elle l'a accompagnée jusqu'au dernier moment à l'hôpital alors qu'elle était gravement malade. C'était il y a quelques années déjà, mais je m'en souviens très bien. Donc, sa mère est morte, plus 1, elle est obèse. Alors, qu'est-ce que ça change ? Ça change que sa mère est morte et elle est partie avec l'angoisse pour la santé de sa fille. C'est elle qui me l'a dit en message que sa mère n'était pas partie en paix puisqu'elle avait peur pour ma santé à cause de mon obésité. Donc il y a le deuil de sa mère plus un surpoids, obésité. Et ça rend toutes les situations plus compliquées. Là, c'est un cas extrême, mais c'est très parlant. Sa mère meurt, plus 1, elle est obèse, donc sa mère part pas en paix, etc. Je dis pas que ça va être le cas pour tout le monde, mais je dis que très souvent, on ajoute un plus 1 à cause de l'obésité. Allez faire les courses, plus 1, car obésité. Quoi ? Il y a le jugement des autres, il y a les regards désobligeants, il y a potentiellement les douleurs articulaires. Là, il y a probablement la culpabilité de se sentir regardé quand vous ajoutez, je sais pas, des pépitos dans votre caddie, alors que vous faites déjà 99 kilos. Donc, allez faire les courses, plus 1. Et c'est comme ça pour énormément de situations dans votre vie. Allez en entretien d'embauche, plus 1, obésité. Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah oui, ça crée une discrimination immédiate. Et il n'y a pas de truc de bien-pensance, on est tous égaux, etc. J'en ai rien à foutre de ces conneries. Moi, je décris le réel. Le ciel est bleu et vous êtes obèse. Est-ce que ça devrait être un critère de discrimination à l'embauche ? Je m'en fous, c'est pas moi qui décide. La réalité, c'est qu'il y a un jugement de valeur immédiat qui s'établit au premier contact visuel. Donc, le plus 1, il est bien là, à cause du surpoids et de l'obésité. Donc, ce plus 1, il existe partout et tout le temps, puisque le surpoids n'est pas camouflable et qu'il ne vous quitte jamais.
Alors avant d'entamer l'étape 1 pour votre perte de poids définitive, si vous êtes dans ce merdier depuis plus de 5 ans, mais en vérité c'est si ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans que vous êtes en surpoids, que vous faites un peu le yo-yo, vous perdez 5 kilos, vous en reprenez 7, vous perdez 8 kilos, vous en reprenez 10, etc. Si ça fait plus de 3 ans, c'est l'épisode pour vous. Donc, on part ensemble du postulat que je ne vais pas changer le monde et que vous non plus. D'abord parce que j'ai pas l'arrogance de croire à ma propre importance égocentrée, de croire que du haut de mon mètre 80 et de mes petits bras, je vais changer la société entière pour qu'elle change son système de valeurs sur le jugement de l'obésité. Ensuite, parce que c'est un combat de merde et que vous avez plutôt intérêt à mettre l'intégralité de votre énergie sur les éléments qui tombent dans le cadre de votre contrôle direct. Et spoiler, attention, forcer les gens à changer pour se plier à votre volonté et vos croyances, ça s'appelle le communisme et ça fait 100 millions de morts au XXe siècle. Donc on va éviter un truc pareil. Vous forcez à changer pour vous plier à vos propres valeurs et à ce que vous attendez de vous-même, ça ne fait chier personne et c'est le secret d'une vie vertueuse et épanouie. En l'occurrence, si dans vos valeurs et ce que vous attendez, il y a une version idéale de vous qui pèse 25 kilos de moins qu'aujourd'hui, mais que vous n'arrivez pas à vous en approcher depuis 5, 7, 10 ans, il faut faire un point et c'est tout de suite que ça se passe. Donc, étape 1, la situation actuelle objective. Bon, on y est. Vous avez vos écouteurs et vous m'entendez parler de qui pour la 94e fois, le 94e épisode de podcast. Sauf que chez vous, malgré les années, ça ne bouge pas. Alors, qu'est-ce qu'il se putain de passe dans votre cas? Donc, vous faites 1m63 pour 79 kg. Ah, bien sûr, c'est pas réel. Vous adaptez à vous, vous adaptez votre taille et votre poids. Là, c'est dans l'idée pour donner quelque chose de schématique. 1m63, 79 kg, ça fait 7 ans que le poids oscille entre 75 et 85. Ok. Bilan. Qu'est-ce que vous avez essayé? Les régimes, Weight Watcher, les pilules minceurs. Vous avez essayé de prendre un coaching sportif en salle de muscu. Vous avez été voir des diététiciennes en consultation et puis en bilan récurrent. Vous avez suivi des conseils en ligne sur Instagram, sur YouTube, je sais pas, des podcasts. Vous avez écouté cette émission depuis 2018. Bon, ça commence à faire. Mais rien. Que dalle. Rien n'a fonctionné. Comme je vous l'ai dit, on connaît l'avatar, c'est-à-dire perte 3, 4, 5 kilos, puis frustration, puis reprise de poids, mais des fois même pas frustration, juste une stagnation qui dure pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et puis le poids qui commence à remonter, ou alors le poids qui se stabilise à 72, 75 kilos pendant plusieurs mois, et puis ça finit par remonter, mais jamais vous n'arrivez à votre poids de forme, et encore moins à le maintenir. Alors, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous le dire. On arrête cette mascarade immédiatement. Il y a une constante là-dedans, à condition qu'il y ait de la vérité. De la variété, pardon. Et la constante, c'est vous. Régime, vous avez planté. Coach sportif, vous avez planté. Diététicienne, vous avez planté. Rééquilibrage alimentaire, vous avez planté. Il y a coïncidence, occurrence, récurrence. Une fois, coïncidence. Ah, je me suis planté. Bizarre. Deuxième fois, ah, j'ai essayé ce nouveau truc, je me suis planté. Occurrence. Troisième fois, récurrence. Vous êtes l'élément central de tous ces échecs. Bon, écoutez, je suis conseiller conjugal. Je sais, c'est incroyable. J'ai une amie d'enfance qui était en détresse début 2021. On se promenait sur l'île Marguerite à Budapest, si vous connaissez, absolument génial, en plein milieu du Danube. Et elle m'a fait une crise dingue en pensant que j'étais une de ses copines de fac. Pendant 10 minutes, elle se plaignait des mecs et des comportements qu'ils avaient avec elle. Elle a listé une dizaine de critères qu'elle voulait et que c'était trop difficile et qu'aucun mec ne valait la peine et que tous ses ex étaient décevants et je sais pas quoi, une crise d'un dimanche matin. Ok. Mec numéro 1, ça a planté. Mec numéro 2, ça a planté. Coïncidence, occurrence. Mec numéro 3, ça a planté. Récurrence. C'est quoi le point commun entre tous ces ex? Entre tous tes ex? Parce que je lui demande, qu'est-ce que c'est le point commun entre tous tes ex?
Ils étaient plutôt bruns. Ok. Quoi d'autre? Je sais pas, moi, je sais pas. Ils ont tous eu une relation avec toi. C'est ça le point commun. Et alors? Alors le problème, ma grande, c'est toi. Ça fait un quart d'heure que tu me parles de critères, de tes exigences, de ce que tu attends, de ce que tu veux, mais je t'ai pas entendu sur ce que tu apportes là-dedans. Liste de critères. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ok, ça on l'a fait. Liste de bénéfices. Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu apportes? Stratégie, concession, trajectoire de vie. Et j'ai fait un truc ultra giga rationnel pour faire un contraste net face à ces réactions giga émotionnelles. Qu'est-ce qu'un type qui a tel et tel critère recherche chez sa partenaire? Ok, donc comment accentuer ces critères chez toi sans aller à l'encontre de ta nature, mais juste en amplifiant certains éléments clés? Alors, j'ai tout mis à plat, on en a discuté, on s'est servi des leçons du passé et on a créé une vision idéale du futur pour elle, avec les sacrifices à faire et les concessions et les traits de son caractère à amplifier, ceux qu'il fallait peut-être minimiser un peu. Bref, c'était en février 2021 et elle a rencontré un type super en avril. Ils ont une petite fille maintenant et elle est enceinte à nouveau. Alors, coïncidence? Pourquoi je m'autoproclame conseiller conjugal? Est-ce que c'est une coïncidence? Peut-être. N'empêche que si vous avez un pattern répétitif, une réaction émotionnelle est rarement la solution adaptée pour en sortir. Si elle va passer une demi-heure, trois quarts d'heure à se plaindre sur l'île Marguerite en 2021 à Budapest et que j'ai dit ah ouais c'est vrai, ah j'avoue c'est pas top, ouais faut que tu cherches un nouveau, tu verras, tu finiras par trouver le bon. Si je lui avais juste abondé dans son sens de ses réactions émotionnelles, est-ce qu'elle aurait fait le travail d'analyse sur elle et sur ce qu'elle attendait et sur ce qu'elle devait faire dans sa part du contrat, du travail? Pas sûr. Est-ce qu'elle aurait une petite fille aujourd'hui? Est-ce qu'elle serait à nouveau enceinte? Pas sûr, j'en sais rien. En tout cas, je m'attribue un petit pourcentage de cette réussite. Donc, si vous avez un pattern répétitif, une réaction émotionnelle est rarement la solution adaptée pour en sortir. Il faut la contraster avec le plus de rationalité et de calcul possible. Bon, là, on parlait d'amour ou d'un truc qui s'en rapproche. Je suis persuadé que sans atome crochu et sans intérêt commun, c'est du flan. Donc, on s'est concentré là-dessus. Alors, pour votre perte de poids, c'est encore plus évident. Ça fait 7 ans que vous êtes au centre de ce bordel. Vous ne pouvez pas continuer à faire la même chose, à entretenir le même pattern et attendre un résultat différent. On peut même faire intervenir Bossuet avec son Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Passer son temps à se plaindre des situations négatives ou des problèmes auxquels vous êtes confronté alors que vous continuez d'adopter les comportements ou de prendre les décisions qui ont mené à ces situations. L'étape 1, l'analyse froide du truc, c'est ok, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que je suis en surpoids, que je suis obèse, que je stagne, que je n'arrive pas à atteindre mon objectif physique. Ok, ça ne fonctionne jamais. Ok, j'arrête tout maintenant. Tout. Reconnaître la débilité du truc, c'est pas si simple. Ça implique de balancer 5, 6, 7 années par la fenêtre. Mais c'est mieux que de le reconnaître dans 10 ans et de devoir balancer 17 années par la fenêtre. Soit vous continuez à taper votre tête contre le mur de la maison pour essayer d'y entrer, soit vous m'écoutez maintenant et vous reculez de 3 pas pour qu'on cherche la porte d'entrée ensemble. Ça, c'est l'étape 1. C'est reconnaître sa situation et son implication ainsi que sa responsabilité dedans et le fait que vous êtes au centre de tout ça. L'étape 2, c'est est-ce que vous voulez vraiment trouver la porte? Taper votre tête contre le mur, c'est agréable. Et je ne décode pas. Vous connaissez la douleur. Vous savez à quoi vous attendre. Vous avez un peu d'espoir que ça finisse par tomber, même si dans le fond, vous savez que c'est illusoire. Ça réclame peu d'efforts et vous pouvez rester là-dedans de façon perpétuelle sans prendre de risques majeurs. À partir du moment où vous prenez la décision ferme de reculer, d'arrêter de taper votre tête, c'est l'inconnu. Ça y est. Quand vous décidez de sortir de la boucle des régimes et des échecs, vous reculez
Et c'est flippant. Tout peut changer d'un seul coup. Vous n'avez plus le crâne qui tape contre le mur, donc le risque d'un truc bien plus violent se manifeste. Alors pourquoi je dis ça? Parce que la plupart des gens préfèrent la souffrance prédictible et qu'ils connaissent plutôt qu'une souffrance inédite qu'ils ignorent, même si celle-ci s'accompagne d'opportunités jusqu'alors inexplorées. C'est pour ça qu'on garde un boulot qu'on déteste. C'est pour ça qu'on garde des amitiés toxiques. C'est pour ça qu'on ne déménage pas. Parce que l'herbe est un peu jaune ici, mais peut-être qu'elle est complètement cramée ailleurs. Et c'est légitime comme crainte. Ok, mon boulot n'est pas super et j'aime pas, mais au moins je sais à quoi m'attendre et j'arrive à atténuer la souffrance grâce à la prédictibilité. Et au moins, ça paye les factures. En le quittant, peut-être que je vais trouver un truc mieux payé et plus épanouissant, mais il y a aussi un pourcentage significatif de chances énormes pour que je trouve pire, voire que je ne retrouve pas. Donc, je reste dans la souffrance connue plutôt que d'aller dans la souffrance inconnue, malgré les opportunités qu'elle offre. Je reste dans la boucle des régimes, avec l'espoir secret que ça tombe du ciel un jour, plutôt que de prendre du recul et m'engager dans une route de perte de poids qui impliquera forcément et obligatoirement de la souffrance inconnue, imprévisible, même si les résultats au bout sont potentiellement et très probablement meilleurs. Et sur le plan évolutionniste, ça fait sens. Vous êtes câblé comme ça parce que c'est ce qui assure le plus de chances de survie. Si vous passiez votre temps à prendre des risques, vous n'auriez aucune stabilité et votre vie serait en danger quotidiennement. La plupart du temps, c'est la bonne chose à faire. Mais parfois, vous n'avez plus le choix. Vous êtes obligé de sortir du cadre. En l'occurrence, surtout quand ce cadre produit des échecs à répétition qui engendrent de la souffrance toujours plus grande avec les années. Et si votre perte de poids est un échec cuisant depuis 5 ans, 7 ans, 10 ans, vous devez reculer du mur, arrêter de taper votre tête pour essayer de rentrer et chercher la porte d'entrée. C'est indispensable. Et tant que vous n'avez pas véritablement envie de trouver cette porte avec toute la souffrance potentielle qu'elle implique, vous êtes condamné à rester dans la stagnation et le yo-yo. Et je vais vous détailler toutes les difficultés dans l'étape suivante. Vous devez d'abord être honnête avec vous-même. Est-ce que, aujourd'hui, sincèrement et honnêtement, vous êtes prêt à tout balancer par la fenêtre? Et je ne dis pas au hasard, une partie de votre identité est construite sur cette boucle de régime, d'échecs à répétition. Ce n'est pas si simple que « bien sûr que je vais en sortir et maigrir, bah attends, c'est évident ». Non, parce que ça implique de nouvelles difficultés, de nouveaux problèmes et de nouvelles sources de souffrance pour récolter les résultats au bout du compte. Si vous stagnez depuis des années, c'est parce que vous avez toujours fait les choses à moitié. Vous vouliez les résultats du rééquilibrage alimentaire sans vous encombrer des devoirs et des responsabilités qu'ils nécessitent. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un paquet de trucs à abandonner en route. Les bénéfices du surpoids sont réels et vous devez les conscientiser. Vous n'avez aucun compte à rendre. Vous mangez sans limite et sans contrainte. Vous n'avez aucune responsabilité vis-à-vis de vos repas, aucune remise en question. Et je ne dis pas ça à la légère. Je connais des gars obèses dans mon entourage qui ne veulent absolument pas quitter ce bateau. Ils n'en ont véritablement rien à foutre des dangers de l'obésité. Ils connaissent les bénéfices. Ils veulent manger 4000, 5000 calories par jour et ils le font. C'est un arbitrage personnel. Vous acceptez les bénéfices, vous acceptez les risques. Les effets négatifs, c'est l'apparence physique, les maladies, la fatigue, l'impact psychologique, la mort prématurée et tout ce que vous connaissez déjà. Et encore plus, puisque je vous ai expliqué l'histoire du plus 1 au début de l'épisode. Sauf que c'est valable en -1 quand vous avez votre poids de forme. Vous venez de perdre votre boulot, mais vous êtes dans une santé optimale. Croyez-moi, ça fait une différence majeure. On avait un +1 avec l'obésité, vous venez de vous faire licencier et en plus, vous êtes obèse. Donc, vous devez vous préoccuper de votre perte de poids, etc., de votre santé. Alors que vous venez de perdre votre boulot, de vous faire licencier et au moins, vous avez votre poids de forme. Vous êtes dans une santé optimale et c'est toute une partie de vos préoccupations qui disparaît. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de votre santé, de votre poids, de votre alimentation. Tout ça est déjà parfaitement optimal.
et ça libère d'un poids immense au sens littéral et figuratif. Donc, posez-vous sincèrement la question avant de passer à l'étape 3. C'est comme ça que j'ai arrêté le piano après 2 ans de stagnation. Parce que je me suis posé la question de la tête qui tape contre le mur. Je stagnais par manque de pratique et d'investissement dans l'apprentissage. Pour vraiment progresser et devenir bon, il aurait fallu que j'y consacre plus de temps, plus d'énergie, plus d'implication mentale. Donc je camouflais la stagnation dans ma progression au piano par des excuses. Genre, j'y arrive pas, j'ai pas le piano dans le sang, c'est pas naturel pour moi, c'est pas fait pour moi. Que la vérité, c'était juste un manque évident d'implication et d'honnêteté. Un manque de clarté sur mes attentes. Quand vous dites j'arrive pas à maigrir, ma génétique est pourrie, c'est trop dur pour moi. La vérité, c'est juste un manque d'implication, d'honnêteté et de clarté sur vos attentes. Pour le piano, j'ai dit stop. Les bénéfices ne valent pas les sacrifices pour moi à ce moment-là. Je n'ai pas 4 heures, 5 heures à y consacrer par semaine. Donc, j'arrête le piano, point barre. Et à ce moment, je me suis senti libre. Plus aucune culpabilité sur ma stagnation. Pour la perte de poids, vous devez dire stop. Après 5, 6, 7 ans de stagnation, vous devez décider. Vous devez prendre une décision. Soit vous arrêtez et vous restez en surpoids pour l'instant, vous arrêtez toute cette hypocrisie autour de votre perte de poids et vous arrêtez, vous maintenez tel que vous êtes et basta. Soit vous prenez 2 pas de recul et vous faites all-in pour maigrir. Vous impliquez véritablement, vous prenez les responsabilités et vous êtes honnête avec vous-même, vos attentes. Vous clarifiez tout ça. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes juste dans un entre-deux dégueulasse si vous ne prenez pas cette décision. Et c'est absolument insupportable. Une vie entière dans cet entre-deux, c'est la promesse absolue de regrets intenses pour toujours. C'est « Ah, je suis pas 100% dans ma perte de poids, mais j'ai quand même envie de maigrir, donc je fais attention, mais je mange quand même 3 pizzas le samedi, mais j'essaye de faire du sport, et puis au final, je loupe l'entraînement pendant 2 semaines de suite, donc je culpabilise, mais je me remets à marcher un peu plus, mais bon, je suis quand même fatigué, donc je marche pas trop, donc je perds 300 grammes, mais j'en reprends ça. C'est horrible, c'est insupportable. Vous n'arrivez pas à vous positionner correctement par peur des conséquences. Soit vous acceptez que non, la perte de poids actuellement, c'est pas une priorité, je reste en surpoids, je suis pas prêt à faire les efforts pour maigrir. En ce moment, dans ma vie, ça ne veut pas dire que ça sera comme ça pour toujours. Et donc, vous n'êtes pas dans un entre-deux. Comme moi, je dis, j'arrête le piano, ça me saoule, je progresse pas, j'ai pas envie d'y consacrer 4 heures par semaine. C'est pas que je suis nul ou que j'ai pas ça dans le sang, c'est juste que je fais pas les efforts nécessaires. Est-ce que je suis prêt à les faire? Non, donc j'arrête. Et j'aurais très bien pu me contenter de dire, non, j'arrête pas, mais je continue à pratiquer 1 heure par semaine, comme ça, tranquillou. Ok, je progresse pas, mais ça me fait plaisir. C'était pas le cas. Donc vous pouvez vous dire la même chose. Non, j'arrête pas de maigrir, je continue à faire des petits régimes à droite à gauche, mais je fais le yo-yo et j'arriverai jamais à atteindre mon objectif, mais c'est ok. Non, c'est pas vrai, c'est de l'hypocrisie. Donc, soit vous dites ok, maintenant je fais all-in, je m'y mets pour de vrai et je prends toutes les responsabilités, j'en accepte les conséquences et les efforts et la souffrance, mais au moins je m'y mets all-in. Soit vous sortez de cet entre-deux dégueulasse en disant en ce moment, c'est pas du tout la bonne période pour moi, je me sens pas capable de le faire, donc c'est pas maintenant, ça sera plus tard. Mais ne restez pas dans cet entre-deux dégueulasse, c'est absolument insupportable à vivre. Et croyez-moi, le temps passe extrêmement vite quand on reste dans cet entre-deux, parce qu'il n'y a pas de décision claire et nette qui a été prise. Donc vous pouvez rester là-dedans pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans de plus, sans vous en rendre compte. Et au final, vous payez les conséquences des 2 situation. L'échec ressenti du régime plus l'échec ressenti du surpoids, vous payez 2 fois le prix pour des résultats qui n'existent pas. Au bout du compte, il y a de la souffrance. Celle des efforts et des sacrifices liés au rééquilibrage alimentaire si vous faites all-in là-dedans, ou celle des regrets liés à une vie vécue dans la demi-mesure. Mesurez sérieusement les conséquences et on peut passer à l'étape 3. Si vous avez décidé
de faire all-in dans votre équilibrage alimentaire, on peut commencer. Et l'étape 3, c'est de comprendre l'investissement réel. Vous avez reculé. C'est bon, vous avez arrêté de taper votre tête contre le mur, vous avez compris que vous étiez au centre de cette situation, vous avez compris que la solution ne pouvait venir que de vous et de vos actions. Très bien, vous avez reculé. Vous avez trouvé la porte. Vous avez décidé d'arrêter de taper la tête contre le mur et vous avez trouvé la porte. Vous avez dit, ok, la porte est là, j'arrête de vivre dans cet entre-deux, je me dirige vers la porte et je vais essayer de l'ouvrir pour perdre du poids. Ou bien, vous dites, non. Je vois la porte, je vois où elle est, je vois toutes les conséquences que ça implique. Ok, ça va me permettre de peser 17 kilos de moins, mais j'ai pas envie de me prendre la tête avec l'alimentation, j'ai pas envie de manger plus de protéines, j'ai pas envie de manger une carte avant mes repas. Donc, surpoids pour le moment, rien à foutre. Très bien, très bien. Au moins, vous prenez vos responsabilités en faisant ça et vous n'êtes pas juste en train de vous défiler une fois de plus en disant j'essaye de maigrir, mais c'est trop difficile. Non, vous assumez vos choix et leurs conséquences. Et la plupart des gens sont incapables de faire ça. Parce que choisir, c'est renoncer. Donc choisir de faire son rééquilibrage alimentaire et de perdre du poids pour de bon sans jamais rechuter, c'est renoncer à l'espèce d'innocence, très infantile d'ailleurs, puérile, dire oui mais j'ai envie de manger un paquet de Doritos entiers au goûter le mardi après-midi, puis c'est comme ça. Non, vous pouvez plus. Si vous êtes dans un rééquilibrage alimentaire et que votre priorité hiérarchique numéro 1, c'est votre apparence physique pour l'instant et d'optimiser votre santé, vous ne pouvez plus vivre dans cette espèce d'innocence puérile et infantile de faire tout ce que vous voulez, quand vous voulez, sans en payer les conséquences. Donc au moins, vous prenez les responsabilités. Et donc, si vous avez dit, ok, je vais rentrer dans cette porte, j'ai reculé, j'arrête de taper ma tête contre le mur, j'arrête de faire le yo-yo comme je le fais depuis 7 ans, j'arrête de souffrir inutilement pour une stagnation continue, maintenant c'est l'inconnu. C'est terminé. Il n'y a plus la vie d'avant. La vie d'avant, fini. Terminus. Basta. Tout ce que vous pensiez savoir sur la perte de poids, tout ce que vous pensiez savoir sur la nutrition, ça dégage. Le passé dégage. Puisque ce sont les éléments, ces éléments-là, qui vous ont mené à des années de stagnation, il faut tirer un trait net dessus. La vie d'avant ne reviendra jamais. C'est un chemin à sens unique, plus de retour en arrière. Contrairement au régime minceur, il n'y aura plus jamais, jamais, jamais de manger comme avant. Non, c'est fini, puisque c'est justement le manger comme avant qui vous a mené au surpoids initialement. Quand vous mettez un pied dans le rééquilibrage alimentaire, c'est le premier jour du reste de votre vie. Manger des protéines à chaque repas, c'est pour toujours. Manger des fruits et des légumes en quantité, c'est pour toujours. Être plus actif physiquement au quotidien, c'est pour toujours. Vous changez d'identité et c'est indispensable. Vous ne pouvez pas être la personne en surpoids qui a maigri et qui essaie de le maintenir. Non, vous éliminez cette personne, vous tuez cette personne et vous construisez une nouvelle identité sur ce pan de votre existence. Ça ne veut pas dire que ça sera nul, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus jamais manger de chips et de pizza, ça ne veut pas dire que vous serez obsédé par votre poids et votre santé toujours, ça ne veut pas dire que le rééquilibrage alimentaire définira votre vie entière et tout ce qui s'ensuit. Non, ça veut dire que ce sera différent et qu'il faut l'accepter sincèrement, qu'il n'y a pas de triche possible, que l'investissement humain est indispensable, que votre identité vis-à-vis de vous-même et du monde qui vous entoure va évoluer et que c'est un aller simple sans passer par la case départ. Votre vie prend un tournant et c'est justement parce que vous aviez toujours piétiné sur place, sans jamais vous engager dans cette route, que vous stagniez depuis des années. Vous faisiez semblant d'avancer sur ce chemin sans jamais y croire véritablement. Un peu comme un enfant effrayé par une ruelle sombre. Il fait 2 pas et il retourne en courant dans les jambes de sa mère. Il refait 2 pas, mais il a trop peur pour aller plus loin. Même si avant le premier pas, on pourrait croire qu'il va y aller, il y va, mais non. Il fait toujours demi-tour.
Et depuis 5 ans, vous faites toujours demi-tour après 2 pas. À la moindre difficulté, vous abandonniez parce que depuis le début, vous n'y avez pas cru. Vous faites croire à tout le monde, et peut-être même à votre inconscient, que allez, cette ruelle sombre là, j'y vais, je rentre dedans, je vais y aller, regardez-moi, je vais aller jusqu'au bout, je vous garantis que je vais aller jusqu'au bout. Alors que dans votre tête, dès le premier pas, vous savez et vous saviez que vous alliez faire demi-tour après le deuxième. Dès que la difficulté, dès que la peur serait à un niveau qui dépasse ce que vous étiez prêt à subir, vous faites demi-tour immédiatement. Et comme ça, 2 pas, demi-tour, 2 pas, demi-tour, 2 pas, demi-tour, depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Par peur des responsabilités que ça implique et par peur de supprimer et d'éliminer votre ancienne identité et tout ce qu'elle vous apportait en termes de bénéfices, notamment sur le plan de l'alimentation et du fait d'avoir très peu ou pas de responsabilité vis-à-vis de tout ça. À la moindre difficulté, vous abandonniez parce que depuis le début, vous n'y aviez pas cru. Depuis le début, vous saviez que vous ne feriez pas plus que 2 pas. Quand une collègue vous propose un croissant à la pause après 3 semaines de régime, vous saviez au fond, depuis le début, que vous alliez l'accepter. Quand vous mangez 2 poignées de cacahuètes en préparant le dîner un jeudi soir, vous saviez au fond de vous que vous ne tiendriez pas le déficit aussi longtemps. Parce que ça colle à votre identité. Parce que vous n'avez pas accepté l'idée fondamentale de l'élimination de l'ancienne version de vous-même dans sa relation sur le pan alimentaire uniquement. Je ne dis pas que ça y est, vous débutez votre équilibre alimentaire, donc tout change, le paradigme entier change, vous devez changer de boulot, changer de maison, changer de ville, changer de mari. Non, c'est pas ce que je dis, c'est sur le plan de l'alimentation, c'est terminus. Vos 33, 34, 35 ans d'habitude alimentaire, ça dégage, ciao, allez simple, sans retour. Et vous construisez une nouvelle identité basée sur vos aspirations, votre ambition en termes d'apparence physique, de santé. L'investissement réel d'un rééquilibrage alimentaire, c'est qu'il n'est plus possible de faire demi-tour après les 2 pas dans la rue sombre. Soit vous restez devant, soit vous y entrez avec la seule sortie à l'autre bout. L'abandon et le demi-tour sont des options qui ont disparu. Ça y est, vous avez fait 2 pas dans la ruelle, le mur se ferme derrière vous. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Non, c'est bon, vous êtes engagé, vous y allez, votre identité du passé a dégagé, vous ne pouvez pas la récupérer, vous êtes dehors, vous avancez, rien. La seule sortie, c'est au bout de la ruelle. Point barre. Il n'y a pas de faire demi-tour, courir dans les jambes de sa mère. Non, terminus. La seule option, c'est d'avancer. Et quand vous vous mettez dans une situation à option unique, c'est là que vous progressez. Mais vous ne l'avez jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que la stagnation est récurrente. Parce que l'échec ou l'abandon, c'est toujours une carte que vous pouvez piocher et choisir. Alors que là, vous pouvez chercher autant que vous voulez, il n'y a rien. C'est l'engagement total. Et si vous décidez de ne pas rentrer dans la ruelle, ben vous êtes juste condamné à faire le yo-yo pendant 7 années de plus. Ça veut dire que le croissant de votre collègue ne sera pas mangé parce que vous ne mangez pas un croissant à 9h le mardi matin. Quand vous commencez votre équilibrage alimentaire et quand, ça y est, vous êtes dans la construction de votre nouvelle identité sur le plan de l'alimentation, c'est non. Il n'y a pas de discussion possible, il n'y a pas de réflexion possible. Ça fait 3 semaines que vous êtes en déficit calorique. Le croissant que Magali va vous proposer mardi matin à 9h, qu'elle vient d'acheter en arrivant au bureau, ça fait 7 ans que vous acceptez ces putains de croissants tous les mardis matins à 9h. Maintenant, c'est fini. C'est terminus. Aujourd'hui, c'est pas un croissant à 9h. Magali, désolé. Vous avez une collation avec une pomme et un yaourt. C'est ce que vous faites, c'est la personne que vous êtes. Mais attends, Sonia, ça fait 7 ans que tu acceptes mes croissants et là, t'en veux plus ? Non, bah, là j'ai une pomme, un yaourt. Non, merci, c'est super sympa, mais c'est plus la peine. Je peux plus manger de croissants le mardi matin. Pourquoi tu peux plus manger de croissants avec moi tous les mardis matins ? Non, mais il n'y a pas de problème, on peut aller dans la salle de pause ensemble. Moi, je mange ma pomme et mon yaourt, tu manges ton croissant. Franchement, je m'en fous, hein, tu fais absolument ce que tu veux. Mais là,
J'ai décidé de prendre mes responsabilités. Je suis un peu stressé vis-à-vis de ma santé. Ma prise de sang est pas trop bonne. J'ai quand même, je sais pas, 25, 26 kilos à perdre. Je sens que c'est de plus en plus dur avec les années, donc c'est maintenant qu'il faut que je m'y mette, quoi. Tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends, mais le croissant, tu pourras plus jamais en manger. Si, je peux en manger, mais le mardi matin, c'est pas l'idéal en fait, parce que j'ai tendance à grignoter le soir. Pour le moment, je suis pas trop sereine avec ce que je fais, donc non, je vais juste manger une pomme et un yaourt maintenant. Il me faut des protéines pour ma collation. Sinon, j'ai trop faim quand j'arrive à midi, et puis ça me fait trop de calories, tu vois. C'est vraiment important pour moi de perdre 26 kilos, donc non, le croissant, je peux plus manger de croissant le mardi matin. C'est terminé. Ah, ok. Mais c'est pas trop frustrant. Non, 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 ça va, t'inquiète. Terminé. C'est fini. C'est terminé. Et même si Magali, elle casse les pieds pendant 2 semaines, 3 semaines, oh mais t'es devenu trop chiante, t'as pas mangé 300. C'est juste que vous devenez le reflet de ses propres limites. C'est pas, c'est pas contre vous, c'est contre elle-même. Tous les gens qui vont vous mettre la pression de main. Mais t'es sûr que c'est pas trop frustrant? Oh, tu fais chier avec ton rééquilibrage alimentaire. Oh, mais tu peux bien manger des chips. Oh, tu peux bien boire un verre de vin. C'est juste les limitations de leurs propres actions qu'ils projettent sur vous. C'est-à-dire, merde, c'était bien avant. On pouvait faire tout sans, je pouvais bouffer sans limite, sans culpabilité, sans rien. Mais maintenant qu'elle a pris sa vie en main, putain, ça me fait chier. C'est rarement par le prisme d'une considération pour vous et votre santé que les gens vous incitent à vous détendre, être moins frustré, manger des chips, c'est pas la peine de... Non, c'est toujours pour eux et pour leurs propres intérêts. Et parfois parce que vous devez juste le reflet de leur incompétence et de leur incapacité. Merde, putain, elle a perdu 8 kilos, mais chier, moi aussi j'ai du poids à perdre. Oh là là, c'est chiant, au moins avant, on pouvait être dans l'illusion ensemble, dans l'illusion des régimes et tout ça. Merde, là, elle progresse vraiment. C'est-à-dire qu'il faut que je me bouge le cul. C'est-à-dire que moi, j'échoue. Si elle réussit et que moi, j'échoue, ça va pas. Si elle échoue et que moi, j'échoue, ça va. C'est tranquille, on échoue ensemble, on est médiocre ensemble. Si elle réussit, putain. Et vous pouvez penser que c'est peindre un tableau bien noir de l'humanité, mais ça fait 11 ans que je fais ça. Vous imaginez le nombre et la quantité de sabotage volontaire desquels j'ai témoigné au sein de la famille, au sein même des couples, au sein de l'environnement de travail, c'est absolument délirant. Et ça peut être triste, mais la plupart des gens veulent votre bien en théorie, mais quand vous commencez à réussir véritablement en pratique, que ça devient le reflet de leurs propres échecs, ils sont extrêmement rapides à vous saboter. Voilà. Donc, vous avez une collation avec une pomme et un yaourt, c'est ce que vous faites, c'est la personne que vous êtes. Tu veux un croissant, Sonia? Non, je mange une pomme et un yaourt. T'es sûr, tu veux pas de croissant? Oui, je suis sûr. Merci beaucoup pour la proposition. Ça fait 7 ans qu'on mange des croissants ensemble? Eh ouais. Mais c'est fini. Ça veut dire que les poignées de cacahuètes en préparant le dîner ne seront pas mangées. Vous allez éplucher une carotte et la grignoter avant le repas. C'est ce que vous faites, c'est la personne que vous êtes. Pas parce qu'il faut le faire, parce que vous le faites et que ça se suffit. C'est vous désormais et il n'y a plus de lutte mais de la cohérence et de la clarté. Je suis en rééquilibrage alimentaire, je mange une pomme et un yaourt en collation le matin. C'est pas parce que je dois manger une pomme et un yaourt, c'est parce que c'est la personne que je suis devenue, c'est la personne que je suis en train de devenir. Et pour peser 26 kilos de moins et pour maintenir cette forme physique, eh ben, la cohérence, c'est de manger une pomme et un yaourt. Pourquoi pas? C'est pas, j'ai tellement envie de manger un croissant, mais il faut que je mange une pomme et un yaourt. Non, c'est, je dois manger une pomme et un yaourt parce que c'est cohérent avec la personne que je suis et que je suis en train de devenir. J'ai tellement envie de manger des cacahuètes, ça serait tellement bien de manger des cacahuètes avant le dîner. Oui, avant, ça aurait été tellement bien. Maintenant, vous êtes une nouvelle personne qui mange une carotte avant le dîner, et puis c'est comme ça. Vous faites la transition dans votre identité. Et ça peut paraître conceptuel, voire ésotérique, ce truc de transitionner, la personne que vous étiez avant disparaît, vous la dégagez, vous devenez une nouvelle personne, vous la construisez. Mais non, tout ce que vous faites est basé sur votre identité. Et toutes les façons qu'ont les gens de communiquer et d'interagir avec vous sont basées sur la perception qu'ils ont de votre identité.
Qu'est-ce qui se passe si, après un mois avec cette nouvelle identité, les gens interagissent avec vous de façon complètement différente et drastiquement différente? Et on voit ça avec les gens qui arrêtent de fumer également. Enfin bref, on va pas partir hors piste. L'étape 4, c'est d'engager votre rééquilibrage alimentaire avec de la clarté. Vous avez échoué toutes vos tentatives passées par manque de clarté. Pas assez clair sur votre objectif, pas assez clair sur vos attentes, pas assez clair sur les actions à accomplir, pas assez clair sur vos capacités, pas assez clair sur la hiérarchie de priorité, pas assez clair sur vos engagements. Tout était flou. Ça n'était jamais un problème de motivation. Ce n'est pas le manque de motivation qui vous faisait échouer. C'est toujours le manque de clarté. Je ne suis pas assez motivé, donc j'ai mangé 200 grammes de chips samedi soir. Non, c'est faux. L'endroit auquel vous voulez aller physiquement n'est pas assez clair dans votre esprit et le chemin à emprunter est trop brouillé pour naviguer efficacement, donc vous mangez les chips. Si votre objectif est parfaitement clair et si les actions à effectuer pour y aller sont claires, vous mangez 40 grammes de chips le samedi soir. Parce que vous pouvez, ça rentre dans vos besoins caloriques, c'est ok, d'accord. Pas plus, pas 200 grammes de chips. Parce que vous savez exactement quoi faire, pourquoi le faire, comment le faire. Vous connaissez les conséquences et la personne que vous devenez ne veut pas les payer car son parcours est clair. Et si votre réaction c'est « Mais Maël, moi je mange quand même les chips, c'est plus fort que moi. Même si je veux maigrir, je mange les 200 grammes de chips, j'arrive pas à me contrôler. » Alors, c'est que vous n'avez pas dépassé l'étape 1 que j'ai décrite dans ce podcast. Si votre réaction principale, je dis non, vous mangez 40 grammes de chips et pas 200 grammes de chips parce que ça correspond à la nouvelle personne que vous êtes et que vous voulez devenir, si votre réaction serait ouais, mais moi, dès que le paquet est ouvert, je mange les 200 grammes de chips. Bah, t'ouvres pas le paquet. Mais si, j'ouvre le paquet. Bah, tu verses 40 grammes dans un bol et le reste, tu le fermes et tu le remets dans le placard. Mais non, je vais quand même me lever du canapé, je vais aller bouffer les 200 grammes de chips. C'est, si votre réaction c'est ça, et si vous êtes persuadé que c'est ce qui va se passer, alors que vous êtes juste là avec vos écouteurs en train d'écouter l'épisode 94 de ce podcast, et que vous avez une objection immédiate en disant c'est pas possible pour moi. 200 grammes je veux manger 200 grammes de chips, je vais les manger, je peux pas manger 40 grammes, c'est impossible pour moi, j'y arriverai pas. Si votre réaction c'est ça, maintenant, alors vous êtes juste en train d'écouter le podcast, si vous êtes persuadé que vous êtes incapable de le faire, vous n'avez pas passé l'étape 1. C'est tout. Et ça ne veut pas dire que c'est grave, ça veut dire que vous êtes encore en train de vous taper la tête contre le mur. Même si vous avez l'impression conceptuelle que depuis le début de cet épisode, depuis 10 minutes, vous êtes passé à l'étape 3, vous avez reculé, vous regardez la porte, vous voulez perdre du poids, vous voulez engager votre équilibre alimentaire, même si vous avez l'impression conceptuelle d'avoir reculé, votre réaction sur les 200 grammes de chips, ça prouve parfaitement que vous êtes encore en train de vous taper la tête contre le mur. Et vous êtes juste en train d'imaginer un monde dans lequel vous avez reculé. Mais vous n'avez pas encore reculé. C'était le test. Parce que vous êtes encore dans la boucle d'échec. Parce que vous prenez l'histoire du changement d'identité à la légère. C'est pour ça que je vous incite vivement à écouter régulièrement le podcast, celui-ci, jusqu'à ce que vous en mesuriez les enjeux réels. Parce que si jusqu'ici, vous étiez persuadé de progresser, ok, je suis dans l'étape 2, je suis dans l'étape 3, je suis dans l'étape 4, les 200 grammes de chips, le croissant avec Magali, non. Vous étiez toujours en train de vous taper la tête contre le mur. Vous n'aviez pas compris l'essence de ce que je décris dans ce podcast. Donc, je vous incite à le réécouter régulièrement, peut-être tous les mois, jusqu'à ce que vous passiez enfin cette barrière mentale de « Ok, j'arrête de me taper la tête contre le mur. Ça fait 7 ans, c'est bon, c'est fini. » Bref, c'est toujours un manque de clarté. Le conflit interne quand je stagnais au piano, c'était un problème de clarté et de cohérence entre mon niveau d'implication et mon ambition de résultat. C'était un problème de clarté et de cohérence entre mon niveau d'implication et mon ambition de résultat. Le conflit interne de ma copine qui ne trouvait pas de mec, en tout cas pas de mec qui correspondait à ce qu'elle voulait, c'était un problème de clarté et de cohérence entre son niveau d'implication et son ambition de résultat. Le conflit interne dans votre perte de poids, c'est un problème de clarté et de cohérence entre votre niveau d'implication et votre ambition de résultat. Est-ce que le résultat que vous attendez s'aligne avec les actions que vous accomplissez quotidiennement? Est-ce que le résultat que vous attendez s'aligne avec les actions que vous accomplissez quotidiennement?
À partir du moment où la réponse à cette question est oui, votre perte de poids est garantie à 100%. C'est absolument indiscutable. Tant que la réponse honnête et objective est non, vous manquez de clarté et de cohérence. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et agir en sens contraire. Vous ne pouvez pas regarder droit devant vous sur l'autoroute et accélérer à fond sur la pédale alors que vous êtes en marche arrière. Ça finit toujours mal et pourtant, c'est ce que vous faites. Alors, clarifiez absolument tout votre process de perte de poids. Vous pouvez le faire avec d'autres de mes podcasts ou vous servir des fiches repas. Puis engager des éléments logistiques qui s'alignent avec ça. En gros, il faut tout passer à la moulinette. Vous établissez votre stratégie de rééquilibrage alimentaire. À nouveau, en autonomie ou grâce aux fiches repas. Puis, vous moulinez, vous moulinez, vous moulinez, vous moulinez. Dès que quelque chose vous réclame de la motivation, vous le remplacez par de la logistique et de la discipline. Je suis pas assez motivé pour cuisiner le mercredi soir spécifiquement. Je sais pas, vous finissez un peu plus tard, faut aller chercher la gamine à la natation, faut aller chercher votre fils au judo. Il est 19h30, vous n'êtes pas motivé pour cuisiner, votre mari rentre du boulot à 21h. Merde, la flemme. Du coup, on mange n'importe quoi à la maison le mercredi soir. Souvent, le judo, c'est sur la route pour acheter des pizzas. On achète des pizzas, c'est n'importe quoi. Alors que moi, je veux maigrir, mais bon, c'est un manque de temps. J'ai pas la motivation, j'arrive pas à m'organiser. Donc, vous mangez n'importe quoi le mercredi soir. Et là, il faut juste de la logistique et de la discipline. Je vais chercher ma fille à la natation, je vais chercher mon fils au judo, je rentre, il est 19h30. La flemme de me mettre à préparer à manger pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Qu'est-ce que je fais? Désormais, je cuisine un double repas le mardi midi. Le mardi midi ou le mercredi midi ou le dimanche après-midi, peu importe. Comme ça, j'ai juste à réchauffer le mercredi soir. Clarté, cohérence, logistique, habitude, progression. À la base, ça réclamait de la motivation. Des fois, vous y arriviez, régulièrement, vous y arriviez. Mercredi soir, on arrive à la maison, il est 19h30. Les enfants, allez vous laver. Hop, la petite, je sais pas, fait n'importe quoi, fout de l'eau partout, faut aller s'en occuper. Le tyran du judo, il est transpirant, il va pas se laver direct. Allez vous laver, faites vos devoirs. Non, faites pas vos devoirs, on est mercredi, il n'y a pas besoin. Mais mettez-vous en pyjama, ensuite venez manger, venez mettre la table. Ça, ça se passe n'importe comment. C'est un exemple, évidemment, ça peut être n'importe quoi d'autre. Hop, il est 20h, 20h15, ok, faut éplucher les carottes, éplucher les courgettes, couper, chair à saucisse, je sais pas quoi, du riz, hop, un espèce de gratin. Il est 20h30, 20h40, ça y est, vous pouvez enfin vous mettre à manger et ensuite, voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une heure de zone tampon où vous avez besoin de motivation extrême pour vous faire à manger. Ça marche une fois, ça marche deux fois, ça marche trois fois. Au bout de la quatrième fois, on est mercredi soir. Non, la flemme. Ok, on prend des pizzas. Et là, à nouveau, c'est un problème de clarté. C'est pas un problème de motivation. Si jamais vous aviez organisé logistiquement le fait de pouvoir rentrer le mercredi soir, le repas est prêt à l'avance, vous avez juste à le faire réchauffer. Allez vous laver, vous descendez, on mange direct, 19h45, boum. Et voilà, c'est réglé. Autre chose, j'ai tendance à grignoter devant la télé avec mon mari. Ça me demande de la motivation de ne pas grignoter avec lui. Du coup, je craque très souvent et j'explose mes calories. Boum, logistique plus discipline. Désormais, je me prépare toujours un gros bol avec 300 grammes de skyr et des fruits rouges et de la stevia juste après le dîner. Donc, devant la télé, je mange mon énorme bol et ça me remplit avec peu de calories et beaucoup de protéines. Boum boum. Je dis à mon mari de finir son paquet de gâteaux avant que je finisse mon bol et on va immédiatement se laver les dents après pour éviter de rouvrir les placards. Clarté, cohérence, logistique, habitude, progression. Si j'avais compté uniquement sur la motivation, devant la télé en train de voir votre mari qui mange vos gâteaux, des pépitos, comme ça, un paquet entier de pépitos, et vous êtes là en train de vous mordre les ongles, j'aimerais tellement manger. Non, ça vous demande trop de motivation. Au bout de 3-4 soirs, vous allez dire, tu peux m'en donner un, mais tu essayes de perdre du poids. Tu fais chier, donne-moi un pépito. Pépito. Alors que si vous aviez votre bol avec 300 grammes de skyr, des fruits rouges, de la stevia, vous mangez, il mange, tout le monde est content, vous allez vous laver les dents immédiatement après, vous n'avez pas explosé vos calories, vous avez mangé des fruits, il y a des antioxydants, il y a des vitamines, c'est super, vous avez mangé des protéines avec le skyr, 30 grammes de protéines, c'est super. Voilà. Logistique. Dès que quelque chose vous réclame de la motivation, vous passez ça à la moulinette et vous remplacez par de la logistique. Si vous passez absolument tous les éléments,
tous les éléments qui entravent vos progrès à la moulinette que je viens de présenter, vous éliminez la nécessité de la motivation et de la volonté. Vous mettez la perte de poids en pilote automatique et la seule sortie possible, c'est la progression. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est indispensable de prendre ces 4 étapes au sérieux après des années de stagnation. Les 4 étapes qu'on a vues dans cet épisode. La difficulté majeure, c'est la définition concrète de votre stratégie de rééquilibrage alimentaire. Parce que tout ça, c'est assez théorique. Je vous incite à nouveau à réécouter le podcast, peut-être à prendre des notes. Mais la difficulté, au bout du compte, c'est toujours la définition concrète de votre stratégie de rééquilibrage alimentaire. Créez votre plan de perte de poids, ce que vous allez manger, pourquoi, en quelle quantité. Vous allez sûrement bloquer et tâtonner là-dessus. C'est faisable en autonomie, mais ça réclame des connaissances concrètes pour éviter d'engager trop d'efforts dans la mauvaise direction et de se mettre à stagner à nouveau. Les fiches repas rééquilibrage alimentaire, elles existent spécifiquement pour ça. Pour ôter 100% des doutes potentiels et consacrer l'intégralité de votre énergie à la mise en application pratique. Vous avez la garantie de faire exactement ce qu'il faut sur le plan d'alimentation, donc vous devez juste être constant dans la mise en application en suivant les préceptes de cet épisode. Pour vous servir des fiches, vous allez à l'adresse www.rééquilibrage-alimentaire.com/fiches. Plus de 6000 personnes s'en servent au moment où je parle. Et à un moment, il faut aussi regarder la vérité en face dans votre situation. 5 ans, 8 ans, 12 ans de surpoids ou d'obésité, c'est pas mal. Et ça le sera encore moins dans 5 ans, 8 ans ou 12 ans. Le temps file à une vitesse de dingue. Et objectivement, chaque année qui passe dans votre vie complique encore un peu plus la perte de poids. Imaginez le Covid, c'était il y a 4 ans. 4 années. Imaginez l'année 2013. 2013, c'était il y a plus de 10 ans. Souvenez-vous d'où vous étiez et ce que vous faisiez en 2013. Pensez-y. Qu'est-ce que je faisais en 2013 ? Où est-ce que vous étiez ? C'était hier dans votre esprit. C'était il n'y a pas si longtemps, en 2013. 2013, comme quand on dit 2013, c'était quand en 2013 ? Ça... Et non, c'était il y a plus d'une décennie. Tout ça englouti. Évaporé. Si vous stagnez dans votre perte de poids depuis 2013, si vous êtes en surpoids, en obésité depuis 2013 ou même plus longtemps, tout ça, c'est englouti. C'est disparu, c'est foutu, c'est irrécupérable. Je ne dis pas que vous avez vécu que des moments horribles depuis une décennie ou plus. Je dis que il n'y avait aucune valeur ajoutée, concrète, à être en surpoids pendant cette période-là. Et je ne dis pas pour vous faire culpabiliser, puisque c'est passé, de toute façon, on s'en fout. C'est terminé. C'est irrécupérable. J'aimerais bien vous dire que aujourd'hui, il y a le temps pour démarrer votre équilibre alimentaire, que rien ne presse, que c'est ok, c'est tranquillou, mais c'est absolument faux. C'est faux. Vous ne pouvez plus repousser le démarrage. En tout cas, pas si vous avez l'ambition de maigrir pour de bon. C'est pas possible. La mort, le décès, c'est pas que pour les autres. Ça galope, ça avance, ça arrive. Et tant que vous n'avez pas vécu, c'est difficile de croire à quel point l'expérience de l'existence, à quel point votre vie change quand vous n'êtes pas en surpoids. Quand tous les matins, vous vous réveillez avec ce boulet en moins au pied. Quand vous êtes à l'aise dans votre corps tous les jours. Pourtant, c'est bien réel. Votre cerveau fait de la réinterprétation a posteriori pour éliminer tous les éléments négatifs de vos souvenirs, mais les 5, 7, 9 dernières années en surpoids, vous les avez vraiment vécues et c'était tout sauf marrant. Même si votre cerveau a fait le tri, il a essayé de dégager tout le négatif que ça engendrait, au jour le jour, c'était pas drôle. Et vous le savez mieux que personne, même si vous avez oublié la majeure partie. Il n'y a eu strictement aucune situation dans laquelle faire 25 kilos de plus a joué en votre faveur. Pourtant, il y a eu des milliers, voire des dizaines de milliers de situations pour lesquelles ça vous a sérieusement desservi. Et je sais parfaitement que c'est difficile, ça va, je ne tombe pas de la lune, ça fait plus de 10 ans que je suis là-dedans. C'est pas marrant, c'est pas sympa, c'est pas facile. Oui, il y a plein d'enjeux d'éducation, de génétique, de maladie, de stress, d'angoisse, de compensation, de traumatisme. Oui, ok. Mais franchement, on baigne dans le confort, c'est hallucinant. Et moi le premier, je suis vraiment minable. Actuellement, je suis aux Philippines et c'est franchement la galère.
Vous n'êtes pas responsable de leur situation, mais vivre dans une baraque en tôle au-dessus d'un pont d'eau croupie, sans électricité, sans eau potable, ça c'est vraiment la galère. Ça n'efface pas vos difficultés, pas du tout. Mais au bout du compte, et le relativisme extrême, on en a parlé dans le dernier épisode, non, dans un mail que j'ai écrit, pardon, c'est pas forcément utile. Mais au bout du compte, je vous jure que vous êtes capable de manger une carotte avant le repas et de faire cuire une escalope de poulet en plus à midi. Vous êtes capable de le faire. Vous pouvez faire un truc pareil. Je vous assure que vous pouvez y arriver. Oui, votre boulot est stressant et vos enfants prennent du temps. C'est vrai. Mais croyez-moi, vous allez réussir à gérer tout ça, même sans vos 700 calories de chocolat tous les soirs. J'arrête cet épisode ici parce que j'ai de quoi passer encore 1 heure ou 2 si on parle des conditions de vie et des difficultés inhérentes aux individus qui grandissent dans le tiers-monde. Donc je vous incite vivement à réécouter ce podcast 94 plusieurs fois à mesure de votre progression. Ce n'est pas juste un truc divertissant que vous consommez. Il faut de la répétition pour assimiler et surtout de la pratique pour se rendre compte des éléments que j'ai exposés pendant ces 90 dernières minutes. Vous pouvez également relire le premier chapitre de mon livre qui complémente excessivement bien cet épisode en ce qui concerne la définition de votre objectif. Et je vous redonne l'adresse des fiches repas si vous voulez un outil pratico-pratique pour maigrir sans prise de tête, c'est www.rééquilibrage-alimentaire.com/fiche. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode et j'insiste, ne faites pas les touristes. Ce n'est pas TikTok ou Instagram ici. Vous méritez de sortir de cette situation, mais pour ça, vous devez y croire même. Changez le paradigme de votre vie, amorcez le changement d'identité maintenant, pas demain.